Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer les généralités sur le champ magnétique. Pour mieux aborder cette leçon, le plan suivant sera adopté. Nous vous parlerons du champ magnétique, de sa mise en évidence ainsi que de ses caractéristiques. Pour comprendre les généralités sur le champ magnétique, il faut d'abord comprendre l'élément qui est à la base ici de l'engendrement d'un champ magnétique. On veut parler ici des aimants. Il faut définir en premier lieu un aimant. Qu'appelle-t-on aimant? Ce sont des corps capables d'attirer des substances ferromagnétiques. Ça peut être le fer, le nickel, ainsi de suite. Il y a l'aimant à deux pôles, le pôle nord, le pôle sud. Et les exemples d'aimants sont là-bas. Il y a l'aimant droit, l'aimant l'aiguille aimantée que nous allons beaucoup utiliser dans nos expériences. Il existe deux types d'aimants artificiels et naturels. L'aimant naturel, c'est la magnétite, c'est Fe3O4, alors que l'aimant artificiel, c'est l'action de l'aimant naturel sur l'acier par un processus qu'on appelle aimantation. Est-ce qu'on peut séparer les pôles d'un aimant? Non, on ne peut pas séparer les pôles d'un aimant. C'est ça qu'on appelle l'expérience de l'aimant brisé. On ne peut jamais séparer les pôles d'un aimant. Et quelles sont les importances des aimants? Les aimants sont des détecteurs et des sources de champs magnétiques. Ça veut dire, ils cherchent, ils montrent aussi le champ magnétique quelque part. Alors le champ magnétique lui-même, c'est quoi? On appelle champ magnétique toute région de l'espace. C'est comme le champ de pesanteur, c'est comme le champ de gravitation, c'est comme le champ électrostatique. Donc, toute région de l'espace où un corps est soumis à une force magnétique est appelée champ magnétique. Comment faire la mise en évidence expérimentale du champ magnétique? Il y a plusieurs expériences qu'on peut utiliser. Pouvoir faire la mise en évidence. On peut par exemple prendre une aiguille aimantée et un aimant. Si l'aimant est capable de dévier l'aiguille aimantée, on dit que l'aimant a créé un champ magnétique. Mais pour respecter cela, il faut un dispositif expérimental qui est constitué ici d'une aiguille aimantée et d'un aimant droit. Ensuite, on va observer qu'est-ce que nous allons faire lorsqu'on va approcher l'un des pôles de l'aimant droit à l'aiguille aimantée va dévier. Regardez très bien le schéma. On a mis la rotation, on a approché le nord, donc l'aiguille aimantée présente le sud, exactement. Voilà. Ou si on va maintenant interpréter, on va dire donc la déviation ou bien la rotation de l'aiguille aimantée est due à quoi? Est due à un champ créé au voisinage de l'aimant et ce champ est appelé le champ magnétique. C'est ce champ-là qui provoque la rotation de l'aiguille aimantée. Si on ne veut pas faire cette expérience, on peut utiliser la déviation d'un faisceau d'électrons dans un tube de Crookes par un aimant droit. C'est une autre expérience. Il faut considérer dans le dispositif expérimental le tube de Crookes. C'est un tube qui est fait de vide, qui est relié à deux électrodes et il y a un faisceau d'électrons à l'intérieur de ce tube-là. Lorsque maintenant nous allons rapprocher un aimant à ce tube-là, l'aimant va provoquer la déviation du faisceau d'électrons qui circule dans ce tube. C'est Crookes qui a fait l'expérience là, c'est pourquoi on dit le tube de Crookes. Donc regardez la trajectoire, elle est verticale ici. Dans la deuxième partie, Dr René Physique dévie la trajectoire pour dire qu'il y a l'influence de l'aimant. Et donc nous dirons, voilà le tube de Crookes est là et nous dirons ici, ça c'est le faisceau d'électrons. Exactement. Et si nous voulons donner une conclusion, une interprétation à ce que nous venons de faire, nous dirons quoi? Que la déviation du faisceau d'électrons est due au champ magnétique créé par l'aimant. Si tu ne veux pas dire ça, tu peux changer autrement. Tu peux dire un aimant est à l'origine d'une action mécanique sur les porteurs de charge. Porteurs de charge, ça veut dire des corps qui sont chargés. Électrons, protons. Ici, nous avons les électrons. Donc, d'une action mécanique sur les porteurs de charge en mouvement à distance. Donc l'aimant est capable de modifier les propriétés de ce milieu-là. Parce que si les propriétés du milieu sont modifiées, cela met les électrons en mouvement. Et nous dirons que cet espace environnant est siège d'un champ magnétique. Si nous ne voulons pas, on peut faire l'expérience de Restet. Dans l'expérience de Restet, le dispositif expérimental, on va prendre le fil et
un aimant droit. Mais surtout, ce n'est pas un aimant droit, c'est le fil et une aiguille aimantée. Donc, on va rectifier là-bas, c'est le fil conducteur et une aiguille aimantée. Lorsque l'interrupteur est ouvert, l'aiguille ne dévie pas. Cependant, lorsque le fil est parcouru par un courant, l'aiguille va dévier. Quand on coupe le courant, l'aiguille revient. Donc, le courant est en train d'influencer ici le mouvement de l'aiguille. Regardez dans la deuxième partie, l'aiguille se met en rotation. Pourquoi l'aiguille se met en rotation? Parce que le courant a créé en son voisinage un champ magnétique. C'est pourquoi on dit courant source de champ magnétique. Et c'est Oersted qui a fait l'expérience là. Grâce à Oersted, on peut comprendre que le courant est source de champ magnétique. Et ce courant-là, quand on change de sens, l'aiguille change de déviation. Donc, qu'est-ce que nous dirons? Nous dirons maintenant ici que dans l'interprétation, bien sûr, le passage du courant va provoquer une déviation ou bien une création du champ magnétique au voisinage du fil. Et ce champ magnétique va influencer l'aiguille aimantée. Ça, c'est l'expérience de Oersted. Alors, nous allons voir les caractéristiques du vecteur champ magnétique. Le champ magnétique est un vecteur modélisé par B vecteur. Donc, on dira VB vecteur. Il y a ses caractéristiques, il y a son point d'application. Le point d'application, c'est le point M considéré. Ça sur l'aiguille aimantée, ça sur un corps en mouvement, un corps chargé en mouvement. La direction, c'est selon l'axe de l'aimant, bien selon l'axe de l'aiguille. Si on prend l'axe de l'aiguille, le champ magnétique sera confondu à l'axe de l'aiguille. Et le sens, c'est de la face sud vers la face nord. C'est toujours vers le nord, ça ne change pas. C'est vers le nord. L'intensité, on le note par P et on l'exprime en quoi? En Nikola Tesla. Nikola Tesla était un excellent savant, mais il a été manipulé par son manager. On commémore Nikola Tesla. Mettez le nom pour ne pas l'oublier. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons représenter ici l'aiguille aimantée avec ses pôles, le pôle nord et le pôle sud. Nous allons tracer un axe dans l'aiguille pour préciser la direction. Et donc, à partir du milieu de l'aiguille, on met le point M. On trace donc un axe qui définit le rayon, la direction du champ magnétique. Donc, à partir de M, on trace B qui est dirigé vers le nord. B est toujours vers le nord. On peut faire la même chose avec un aimant droit. Quand on trace l'aimant droit, nous allons tracer encore voilà, sa droite, la direction. On peut appliquer B au milieu. Maintenant, si on dit que l'aimant a créé le champ magnétique en un point P, vous mettez B, mais du nord vers, du sud vers le nord. Donc, ça sera BP vecteur, mais dirigé vers le sud. Autrement dit, si vous envoyez l'aimant là-bas, il faut faire de telle sorte que le champ soit dirigé vers le nord. De même, si on prend l'aimant, on envoie en eau derrière, le champ B qui est là-bas, ça doit être dirigé vers le nord. Donc c'est comme ça on applique. Il faut faire attention quand le champ magnétique est créé à distance. Maintenant, lorsqu'il y a plusieurs aimants qui sont là, il y a plusieurs champs magnétiques qui sont créés, les champs magnétiques là se superposent et la résultante B sera la somme vectorielle de tous les champs magnétiques qui sont créés. Donc, ça sera B1 plus B2 plus B3 plus la somme de I allant de 1 à N de BI. Donc, ça sera plusieurs champs magnétiques. Mais nous, spécifiquement, on va se contenter de deux cas. Deux aimants qui ont des supports, bien des directions perpendiculaires, comme vous voyez ma main, ou bien deux aimants qui ont des supports séquentes et que l'angle formé entre les deux forme un angle θ. Ok, donc c'est ça qu'on va voir. On va voir donc deux aimants à axe orthogonaux. Bien. Docteur René Physique nous dessine notre premier aimant. Voilà, l'axe est horizontal. Le deuxième aimant, l'axe est vertical. Le point M y est. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Si le premier aimant a un champ magnétique B1 dirigé par exemple à droite et que le deuxième a un champ dirigé en bas, donc ça veut dire que le premier aimant qui est là-bas, le nord se trouve de l'autre côté, voilà, à droite, le nord est là-bas.
pour que ça soit dirigé vers le nord. Et l'autre, le nord se trouve où? En bas. C'est pas en haut. Parce que c'est du sud vers le nord, donc ça va être en bas. Voilà, exactement. Et ici, le champ est créé, on peut trouver la résultante. C'est extrêmement important pour trouver la résultante. Lorsque la résultante est trouvée, on peut trouver aussi l'angle alpha. Et on peut trouver donc deux éléments. La direction du champ résultant par rapport à B1, c'est tangent de alpha, égale au côté opposé qui est B2, sur le côté adjacent qui est B1. La norme, il faut appliquer la propriété de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, ça sera B au carré égale à B1 au carré plus B2 au carré. C'est simple en fait. Tu tires B dans racine carrée en Tesla. Mais Tesla, Nikola Tesla pour le nouveau chapitre. Donc, maintenant, les deux peuvent avoir des axes qui sont séquentes. Les axes étant séquents et au milieu, il y a un angle θ qui est formé. Donc, le premier aura, par exemple, une direction horizontale et le deuxième aura une direction qui est oblique vers le haut. Imaginons que le champ créé donc par le premier à partir d'un point M qui va mettre, voilà, ce champ est dirigé à droite et l'autre est dirigé en haut. Dans ce cas, le premier, le nord, se trouve aussi à sa droite et le deuxième également, le nord se trouve entre. Pour trouver la résultante, il faut tracer la parallèle à B1 passant par B2, la parallèle à B2 passant par B1. Là où les deux se coupent, c'est le champ résultant et la direction, c'est l'angle formé entre B2, B1 par exemple, et la résultante. Voilà. Donc, il faut trouver la norme. La norme, il faut appliquer le théorème d'Al-Kashi. D'après le théorème d'Al-Kashi, il faut dire donc B carré égale à B1 au carré plus B2 au carré plus 2B1 B2 fois cos de l'angle θ. Attention, ce théorème n'est pas valable dans tous les cas. Donc la situation dépendra de l'exercice imposé. Okay? Si on veut trouver la direction, on va dire tangente de θ égale au côté opposé. Ça veut donc B2 Y qui est B2 sinus plus B1 plus B2 cos θ. Nous allons voir donc les sources et interactions magnétiques. Les sources de champs magnétiques que nous connaissons, les aimants, le courant électrique, parce qu'on a vu l'expérience d'Oersted, même la Terre, ce sont des sources de champs magnétiques. Au niveau des interactions magnétiques, il faut comprendre que deux pôles de même nom se repoussent et deux pôles de nom contraire s'attirent. Mais dans les interactions magnétiques, il y a une chose à noter. Quelle est cette chose-là? Il faut comprendre qu'une bobine parcourue par un courant se comporte comme un aimant. Pourquoi? Parce que la bobine est constituée d'un fil qu'on a enroulé sur un tube. Donc, comme le fil là obéit à l'expérience d'Oersted. Vous voyez? Donc, cette bobine va présenter donc deux faces. La face sud, la face nord. Mais si le sens du courant change, les faces vont s'inverser. C'est exactement ce que vous devez comprendre. On peut avoir beaucoup de modèles de bobines. On peut avoir des bobines cylindriques, des bobines en carré. Dans notre étude, voilà, dans la vie pratique, on peut retrouver les bobines dans les radios, ainsi de suite. C'est quelque chose, en fait, les rouleaux, même dans les ventilos, il y a les bobines là-bas. Fil enroulé sur un grand tube, c'est ça qu'on appelle bobine. Dans les moteurs, il y a bobine là-bas. Donc, la bobine, on a précisé les faces avec l'aimant. Il y a eu répulsion parce que c'est sud contre sud. Et l'autre bobine, quand on inverse le sens du courant, le courant descendant, les pôles vont changer. Donc le nord revient à droite et le sud reste à gauche. Ok? Et lorsqu'on présente la face sud toujours de l'aimant droit, il y aura une attraction. Voilà, le nord est là, le sud est là. Si on met l'aimant droit qui a toujours les mêmes pôle intact, ça veut dire le nord à sa droite et le sud, là il y aura une attraction, ce sont des interactions. Mais comment on détermine les faces d'une bobine? Pour déterminer les faces d'une bobine, il y a des règles d'or qu'il faut suivre. La première règle, c'est la règle de la main droite. La main droite est là. La main droite, qu'est-ce qu'on fait? On pose sur la bobine. La main droite est posée sur la bobine, la paume contre l'expire. Le courant entre par le poignet et sort par l'extrémité des doigts.
le pouce indique la face nord. Donc, on a un premier modèle de bobine. Nous, on va prendre un courant montant. Donc, vous prenez votre paume, vous mettez sur la feuille. Mais le courant doit monter, c'est plus mieux pour vous. Donc, quand vous mettez la paume sur la feuille, le courant entre ici, ça sort là. Votre pouce va indiquer le nord automatiquement. Donc, regardez, il est en train de dessiner la main droite. Ensuite, il a aussi redessiné cette main en bas. Le pouce est tendu de l'autre côté. Quand on tend la main contre le tableau, contre la vidéo, vous allez voir notre pouce se trouve de l'autre côté. Le pouce est là-bas. Donc, il a mis le fil en bas de la main. Ce n'est pas au-dessus, c'est en bas. Il y a les ongles. Voilà, il a mis les ongles pour mieux comprendre. Donc, le nord sera par là et le sud sera de l'autre côté. C'est extrêmement important. Ensuite, si vous ne voulez pas dessiner une bobine en forme de spire, vous pouvez dessiner une bobine en forme de rectangle. C'est plus mieux. Et de l'autre côté, vous mettez 3 traits. De l'autre côté également, vous mettez 3 traits. Maintenant, au premier niveau, vous mettez un fil au-dessus. Et au deuxième niveau, vous mettez un fil au-dessous. Pour dire c'est la sortie du courant. Là où il y a l'entrée du courant, ça dépendra de vous. Si vous inversez maintenant le sens du courant en courant descendant, dans ce cas, renversez votre main. Quand vous renversez votre main, votre pouce revient de l'autre côté. Le pouce revient à droite. Donc la main sera renversée. Bon, ma paume est vers vous, ce n'est pas vraiment comme ça. Mais votre paume doit être vers moi. Voilà. Donc pour que le nord reste de l'autre côté, il faut faire attention avec la règle de la main droite pour pouvoir déterminer ici le sens. Si vous ne voulez pas appliquer la règle de la main droite, il y a la règle du bonhomme ou de l'observateur d'Ampère. Le bonhomme va se coucher sur la bobine. Vous voyez, il va regarder à l'intérieur. Le courant va entrer par ses pieds et sortir par la tête. Le bras gauche qui sera tendu va indiquer la face nord. C'est extrêmement important. Donc, regardez, il a dessiné le bonhomme qui est couché. Il a tendu son bras gauche. Le courant entre par son pied et sort par la tête. Le nord est là-bas. Il y a aussi la règle du tire-bouchon de Maxwell. Ça veut dire c'est comme si vous voulez fermer. Vous fermez un tube. Quand vous fermez le tube, la main progresse devant, n'est-ce pas? Mais le tube tourne en montant. Vous voyez, non? La fermeture va tourner. Donc, on dit le tire-bouchon va progresser de la face sud vers la face nord lorsque vous tournez ce tire-bouchon-là dans le sens du courant. Donc, regardez très bien le tire-bouchon qu'il a dessiné. Et regardez très bien la main du docteur René Physique. Voilà, regardez, il monte. Donc si lui, il monte, c'est qu'il faut que le tube progresse devant. Et si tel est le cas, vous allez donc remarquer que le tire-bouchon progresse de la face sud vers la face nord. Donc là, regardez, ça c'est le sens de progression. Et à ce niveau, on met le nord, parce que c'est vers le nord. Et ici, on met le sud. Si vous ne voulez pas ça, utilisez la règle d'utilisation du nom des faces. C'est extrêmement important. Dans la règle d'utilisation du nom des faces, il faut une bobine cylindrique pour mieux faire. Comme ça, regardez très bien. Cette bobine cylindrique est dessinée. On a pris un sens du courant, le sens montant. Le sens du courant dépendra de vous. Ça dépendra de vous. Regardez, le sens est montant. Maintenant, là où il y a la face, là, vous dessinez la lettre N ou bien la lettre S. Si la pointe de N, en haut et en bas, correspond au sens du courant, c'est le nord. Si ça ne correspond pas, c'est que c'est le sud. Regardez, vous voyez la pointe, la flèche du nord avec le sens du courant, c'est la même chose. Donc, c'est le nord. Mais si on dessine de l'autre côté, il va encore redessiner une bobine cylindrique. Là, il met un courant descendant. Donc, le courant monte derrière et ça descend devant. Voilà, regardez. Le courant descend maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessiner la lettre S. Voilà, la pointe de S suit le sens du courant et l'autre monte avec le sens du courant. Donc, ça veut dire que c'est le sud. Mais si tu mets N là-bas et que ça ne correspond pas, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas le nord. Donc, à vous de faire un choix. Et après ça, nous allons voir ce qu'on appelle ligne de champ et spectre magnétique. En fait, le champ magnétique peut être modélisé par quoi? Le champ magnétique est modélisé par des lignes de champ. Pour bien voir ces lignes de champ, en fait, les lignes de champ sont invisibles à l'œil nu. Pour les voir donc visibles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser une poudre de fer, limaille de fer, tu jettes comme ça auprès d'un aimant. Vous allez voir que ces limailles de fer vont former des lignes, appelées lignes de champ magnétique, pour venir se coller à l'aimant.
Donc ce sont des courbes qui sont tangentes à chacun des points au vecteur champ magnétique. L'ensemble des lignes de champ est appelé spectre magnétique. Nous allons prendre le cas d'un aimant droit, nous allons prendre ici le cas d'une bobine parcourue par un courant. À l'intérieur, les lignes de champ forment des lignes droites et puis les lignes de champ ne se coupent jamais. Hein. Lorsque les deux pôles de l'aimant droit sont proches, les lignes de champ vont se rejoindre pour former des cercles concentriques. Mais dès lors que ça s'éloigne des pôles, ils vont se diffuser. Donc l'intensité des champs magnétiques diminue quand on s'éloigne de la source. On peut également faire la même chose pour un solénoïde. On va voir devant, dans la deuxième partie de notre vidéo, un solénoïde parcouru par un courant. Les lignes de champ à l'intérieur du solénoïde sont horizontales. Et si les deux pôles du solénoïde sont proches, il y a des signes, les lignes de champ qui vont former des cercles concentriques. Voilà, c'est simple. Hein? Revoyez la vidéo pour mieux comprendre davantage parce que c'est une question de timing. À l'extérieur, les lignes de champ circulent dans le sens inverse. À l'intérieur, les lignes de champ circulent du sud vers le nord. C'est extrêmement important. C'est la même chose. Merci.